Bonjour tout le monde, c'est Maud, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau point lecture dans lequel je vais vous parler de 7 livres et on va reproduire le fabuleux challenge de vous en parler en moins de 20 minutes. Déjà, ce sera pas mal. Et en premier lieu, je vais commencer en vous parlant de Licabug de J.K. Rowling, paru chez Gallimard. Je vous parlerai ensuite de Qui a tué Rose de Claire Allen, paru chez l'Archipel. On continuera avec l'agence Lovecraft, le tome 2, Déesse de la mort de Jean-Luc Marcastel, paru chez Gulfstream Éditeur. On enchaînera avec 3 Lucioles, le tome 2 de Capitale du Sud de Guillaume Chamanadjian, paru chez Aux Forges de Vulcain. On continuera avec de la SF avec Le 10e Royaume de Pierre Bordage, paru chez Scrineo. Toujours de la SF avec Prisme de Noah D. Charles, paru chez 404 éditions. Et on terminera avec de la romance, avec le dernier Colin Hoover, avec Cœur et âme, paru chez Hugo Roman. On va commencer tout de suite avec Licabug, que j'ai lu il y a déjà de ça beaucoup de temps. Donc vous m'excuserez si ma mémoire me joue des tours, mais je l'avais emprunté à la bibliothèque et je n'ai jamais eu l'occasion de vous en parler. Dans ce livre, nous sommes dans une sorte de conte où nous allons suivre un royaume gouverné par un roi assez naïf, Fred, il me semble que c'est son nom, qui va se mettre en quête de rechercher, de chasser et de tuer Licabug, cette créature qui sème la terreur dans son royaume. Même si on est plus sur de la mythologie plutôt que de réelles attaques, parce que en fait, si vous voulez, à chaque fois qu'il y a une attaque, on l'impute à Licabug, sauf que en général, c'est pas Licabug le problème. Bref, Fred est un roi qui cherche sa place, voilà, il n'a pas l'impression d'être légitime, il cherche cette légitimité en chassant Licabug. Et quand il va partir en chasse dans les marécages, rien ne va se passer comme il l'avait prévu. J'ai passé un bon moment avec cette lecture, même si je vous avoue que j'ai commencé le premier chapitre et je me suis dit « oulala, ça va pas le faire ». C'est une lecture jeunesse, sauf qu'on est vraiment dans beaucoup de descriptions. C'est un conte, donc voilà, à la façon du parler, on nous raconte ce qui se passe dans ce royaume, on nous raconte tout ça, et en fait, il n'y a pas beaucoup de dialogue. Voilà, c'est vraiment de la narration, et c'est vrai qu'une entrée en matière comme ça, c'est presque indigeste, mais bon, voilà, j'ai continué, après je me suis imprégnée de cette histoire, que finalement j'ai beaucoup aimée, qui m'a beaucoup rappelé Une place à prendre, vraiment. Pour moi, c'était un petit peu un copier-coller d'Une place à prendre, sauf qu'Une place à prendre, c'est dans un petit village, c'est du contemporain, il y a un meurtre, tout ça et tout ça, mais il y a beaucoup de jeux de pouvoir. Licabug, c'est juste une excuse pour influencer les gens, les habitants, les villageois, faire passer des taxes, faire passer ce genre de choses. Donc voilà, ça m'a rappelé un peu ces jeux de pouvoir dans Une place à prendre. C'était pas déplaisant, mais bon, voilà, je l'ai lu déjà il y a pas mal de temps et ça commence vraiment à s'estomper dans ma mémoire, donc une lecture sympa, mais qui ne me restera pas en mémoire très longtemps. Je vous parle à présent de Qui a tué Rose, le nouveau roman de Claire Allen. Ici on est dans un thriller assez classique, je dirais, puisque nous allons suivre Emily qui, en sortant du centre commercial, voit une femme, la femme avec qui elle a pris l'ascenseur et son bébé, se faire percuter par une voiture juste devant ses yeux. Et à ce moment-là, elle se dit « mince, ça aurait dû être moi », puisqu'elle a laissé passer cette femme avant qu'elle ne se fasse percuter. Et ça va la travailler. Emily est déjà une personne assez fragile, qui a eu un passé assez flou, assez étrange, de mauvaises expériences avec les hommes. Bref, ça va travailler Emily et elle va commencer à se renseigner sur Rose, la femme qui s'est fait écraser. Et elle commence à jalouser cette vie qui semble parfaite. Rose était maman d'un petit garçon, elle avait un mari auteur à succès, elle avait un boulot qu'elle avait l'air d'aimer. Bref, Emily se dit que Rose avait finalement une vie assez parfaite et que ça lui plairait bien d'avoir la même vie. Donc Emily va commencer par se faire embaucher dans le cabinet dentaire où travaillait Rose. Et de fil en aiguille, elle va rencontrer son mari, etc. etc. Voilà, je vous ai dit une intrigue assez classique.
J'ai pas été forcément étonnée parce que quand on vous présente quelque chose de très idyllique, de parfait, on se doute bien que derrière cette perfection il y a beaucoup de failles et en effet on le sent venir à des kilomètres à la ronde ce qui va se passer. On sent que Rose n'avait pas une vie parfaite et que loin de là, hein, c'était même carrément l'inverse. Et voilà, le fil se déroule. Emily, je l'ai pas forcément aimée parce que c'est pas un personnage qu'on aime particulièrement parce qu'elle est très envieuse. Elle fait des choix que je ne comprends pas et puis même elle se voile la face par rapport à des personnes qu'elle va rencontrer en se disant que oh mon dieu c'est génial, c'est vraiment Rose avait une vie parfaite, ce gars il est trop bien, sa meilleure amie. Et toi tu lis le livre et tu te dis mais non mais ouvre les yeux quoi, ouvre les yeux, c'est pas ça. Bref voilà, c'est quelque chose qui est assez redondant parce que nous on sait ce qui va se passer, elle le voit pas, elle a des œillères et c'est agaçant à la fin. J'ai pas vu venir la révélation finale du qui a tué Rose, donc ça c'était un bon point, c'était plutôt pas mal, on a des pistes hein, tout au long du roman, mais je l'ai pas vu venir, donc très bon point. Après j'ai passé un bon moment, ça se lit vite, c'est fluide, donc moi j'en demande pas plus, et puis j'ai été étonnée par la fin, donc plutôt pas mal. On va ensuite parler de ce second tome. De toute façon, je ne vais pas trop m'étaler sur ce second tome puisque c'est un second tome. Simplement, je vous rappelle, dans le premier tome, on suivait 3 jeunes personnes qui étaient poursuivies. On ne comprenait pas vraiment pourquoi ils étaient poursuivis. On comprend par la suite qu'ils ont des pouvoirs qui pourraient permettre à une ancienne créature, à une ancienne société, on va dire, de prendre le pouvoir sur le monde. Et donc on va suivre l'agence Lovecraft qui récupère ces 3 personnes pour contrebalancer en fait ce que veulent la société secrète et plutôt permettre à ce que ces 3 personnes sauvent le monde plutôt de ces créatures millénaires qui veulent revenir. Dans ce second tome, on a beaucoup d'action. Dans le premier tome, on avait aussi beaucoup d'action. Ce second tome est pareil, vraiment, il va toute allure. On commence un petit peu à en apprendre un peu plus sur les personnages. Voilà, c'était très brut dans le premier tome. Là, on commence à s'attacher à certains personnages et on commence vraiment à comprendre un petit peu leur passé, comprendre ce qu'ils ont vécu, comprendre la relation qu'ils ont peut-être avec ces créatures millénaires. Bref, on est toujours dans cette mythologie du Cthulhu, hein, de Lovecraft. On a beaucoup aussi de Jules Verne avec le Capitaine Nemo, avec l'île mystérieuse, ce genre de choses. Donc c'est vraiment un roman d'aventure avec plein de références littéraires et franchement j'ai passé un super moment et j'ai hâte d'avoir la suite parce que vraiment cette saga me plaît beaucoup. Une autre saga qui me plaît beaucoup avec le tome 2 de Capitale du Sud. Donc j'ai lu le premier tome de Capitale du Sud, ensuite j'ai lu le premier tome de Capitale du Nord et maintenant cette suite de Capitale du Sud qui commence vraiment à nouer des relations avec Capitale du Nord. J'ai adoré ce second tome. Franchement, je l'ai préféré au premier. J'avais déjà beaucoup aimé le premier parce que on est dans quelque chose qui introduit la saga. On est avec Nox qui est un commis qui fait des livraisons un petit peu partout en ville pour livrer du vin, etc. Et dans le premier tome, ça partait un petit peu en cacahuète. Tout partait en cacahuète. La ville était vraiment au centre de l'intrigue. C'était même presque un personnage à part. Et voilà, avec un livre un petit peu d'ambiance, on va dire, on nous intégrait dans cette ville petit à petit. Et dans ce tome 2, ça part vraiment, vraiment en vrille. Je vous disais que ça partait en cacahuète dans le premier tome, mais là c'est l'hécatombe. Nox a changé de statut. Je vous expliquerai pas comment, mais il va être contraint de partir, de s'exiler, parce que vraiment en ville, ça devient critique. On cherche à l'assassiner, on cherche vraiment à lui faire du mal, et il ne voit qu'une solution, c'est de partir avec son ami qui lui aussi est recherché. Vraiment c'était haletant. J'ai commencé ce roman en me disant, bon, ça va peut-être être comme dans le premier tome, ça va être assez lent, quelque chose
d'ambiance. Et ben non, en fait là c'est plein d'action. Et j'ai adoré parce que Nox commence à maîtriser le pouvoir qu'il a commencé à découvrir dans le tome 1. On commence à comprendre aussi quelle est la nature de ce pouvoir, quelle est la nature de Nox aussi. Bref, on commence à avoir des révélations, des réponses à nos questions, et ça j'ai adoré. Et on a un regard extérieur aussi à cette ville, voilà, qu'on découvrait dans le premier tome. Et là, on a une étrangère qui arrive en ville, qui après des épreuves terribles, va s'intégrer dans le petit groupe de Nox. Et grâce à cet œil extérieur, on va pouvoir... Elle va réussir à montrer à Nox tout ce qui ne va pas, toutes les problématiques, et ça j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé, et puis il y a des relations qui se tissent entre les personnages. Bref, je pense que je suis accro à cette saga, c'est tellement bien écrit, en plus, je vous jure, quand on rentre dedans, c'est comme rentrer dans un chausson. Vous êtes tellement bien, l'écriture est tellement belle, elle est poétique, c'est dingue d'écrire comme ça pour un premier roman. Alors voilà, ça, du coup c'est le second, mais Guillaume Chamanadjian, c'est son premier roman, Capitale du Sud, donc vraiment j'ai accroché à l'écriture, et les tournures de phrases, tout était parfaitement bien dosé, parfaitement bien décrit. C'est clairement un roman de très grande qualité, et je serais très contente de lire la fin, oui, parce qu'il ne reste plus que le tome 3, c'est déjà la fin, même si dans l'autre saga il reste encore 2 tomes. J'ai moins accroché à l'autre saga, à Capitale du Nord, mais bon, le final laissait entrevoir quelque chose qui allait aussi bouger pas mal, donc j'ai hâte aussi de lire le tome 2, mais celle-ci j'aime beaucoup et je me suis énormément attachée à Nox. 13 minutes les gars, 13 minutes. On va passer à de la science-fiction que j'ai lu en lecture commune avec Virginie de la chaîne Totally Brune. C'était très bien parti, j'ai adoré découvrir cette histoire. Nous sommes avec le 10e vaisseau. Le 10e vaisseau, qu'est-ce que c'est? C'est un vaisseau qui va partir pour une lointaine galaxie. 9 autres l'ont précédé et les 9 autres ont disparu. Il est le 10e à être envoyé. C'est un peu particulier puisqu'on va chercher un commandant qui est en prison. On va chercher un équipage assez hétéroclite pour y aller. Parce que tout le reste a échoué, donc autant partir sur quelque chose de différent. Et donc on va faire appel à Livio Squirrel, qui est le capitaine d'un vaisseau intrépide, qui va monter une expédition sous les ordres quand même du gouvernement régnant. Et il va partir pour cette galaxie, essayer de découvrir ce qui s'est passé pour les 9 autres vaisseaux et pourquoi ça s'est passé. Donc, si vous voulez, on est dans un huis clos à bord de ce vaisseau avec cet équipage. Et il va se passer énormément de choses durant le voyage. D'abord parce qu'on va expérimenter une technique pour aller plus vite, une technique très dangereuse et qui se révèle être des bons pour... passer des milliards de... Alors c'est pas des kilomètres, je sais plus comment ils appellent ça. Mais bref, voilà. Il y a ce genre de choses. Et puis au sein du vaisseau, il y a des espions, il y a des saboteurs. Bref, personne ne veut que ce vaisseau arrive à destination. C'est pourtant ce qui va arriver. Et on va découvrir ce qui s'est passé. Et j'ai adoré ce début de livre. Pour moi, il y avait tout ce que j'aime dans la science-fiction. Des intrigues, des rebondissements, de la technicité, hein, parce que quand même on avait de la technicité à bord de ce vaisseau. Et par contre, je suis extrêmement déçue par la fin, qui pour moi a été bâclée. En fait, j'ai juste eu l'impression que l'auteur ne savait pas comment finir, ne savait pas comment combattre, faire ce combat final, et que... Allez, c'est réglé en 2 secondes parce que voilà, il s'est passé ça. Je n'ai absolument pas été convaincue parce que pour moi cette idée sortait de nulle part et n'avait pas de raison d'être. Pour moi c'était trop facile. Et même si je me suis attachée au personnage, j'avais pas forcément envie d'une happy end. J'avais besoin de plus de difficultés, j'avais besoin qu'il y ait des pertes. On nous fait espérer certains trucs et en fait non, ça se conclut trop facilement, trop rapidement. J'ai été hyper déçue et ça m'a largement gâché ce roman que j'avais énormément aimé au début parce que cette fin ne m'a pas du tout plu.
Voilà, c'est dommage, hein, parce que franchement, le roman était génial. Je passais un super bon moment, mais trop d'incohérences. On arrive à la fin et on se dit, mais non, non, on peut pas finir comme ça. J'ai pointé au moins une dizaine d'incohérences. D'habitude, moi, je m'en fiche, hein. Ça passe crème, mais là non, là, il y avait trop de choses qui collaient pas. Donc bon, c'est très dommage. Je continue avec l'autre roman de science-fiction avec Prism, qui est un ovni littéraire. C'est un gagnant du prix 404 Factory. J'aime beaucoup, j'ai lu tous les gagnants, je crois. Non, je n'ai pas lu Le Réveil de... Alors, je n'ai pas lu Le Réveil des légendes. Celui-là, je ne l'ai pas lu. Mais tous les autres, je les ai lus et en règle générale, je les ai beaucoup aimés. J'ai beaucoup aimé Prism. Parce que déjà, on parle de réalités différentes, de mondes parallèles, ce genre de choses. En fait, nous allons suivre Valence qui a une particularité, c'est que depuis qu'il est tout petit, en fait, il vit 3 vies à la fois. Il vit, alors, dans 3 univers différents, on va dire, donc le fil pourpre, le fil lilas, le fil bleu. Dans l'un, il est interné pour les idées extravagantes qu'il a, hein, de vivre 3 vies. Dans l'un, il est peintre et il connaît un petit succès, mais bon, sans grande importance. Et dans le 3e, c'est un raté, hein, clairement, son boulot, c'est nul, enfin bon, bref. Il a ses 3 vies, il s'est accommodé de ça et il passe de l'un à l'autre, suivant le temps. Des fois, il peut rester 2-3 jours dans l'un, après il passe une semaine, après il reste 15 jours. Voilà, mais bon, c'est sa vie, il est comme ça jusqu'au jour où il va se faire poursuivre par une secte étrange, la secte de la façonneuse, et il va se retrouver être poursuivi dans les 3 univers, dans ces 3 mondes. Et donc il va commencer à se poser des questions et il va avoir une confirmation par rapport à ce qui lui arrive et ce que sont ces 3 fils, etc. Bref, c'était hyper intéressant comme roman parce que, voilà, on change de personnalité, on change de monde, on doit s'adapter un peu comme lui et c'est très dérangeant au début parce que, vous imaginez, c'est un truc à vous perdre complètement, à vous égarer. Et c'était bien joué, très bien écrit parce qu'on passait de l'un à l'autre en comprenant. On a sur chaque univers des personnages qui reviennent et qui nous indiquent où on est dans l'univers. Alors il faut bien se remettre en mémoire, hein. Quand on arrive et qu'on voit Teresa, on sait qu'on est dans tel univers. C'est une gymnastique, mais c'était agréable et c'est hyper original. Valence va se retrouver dans une quête à chercher des clés dans les 3 fils, plus un autre fil, celui de la mort. Bref, très intelligent, très intéressant sur la structure, sur l'histoire. On n'est jamais perdu. Après, au niveau de l'attachement au personnage, c'est un petit peu compliqué parce que il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de personnages et puis on les croise au fil des fils. Valence, c'est un petit peu ambivalent parce que quand on se retrouve avec une particularité pareille, et psychologiquement parlant, c'est compliqué. Bref, c'était un roman hyper intéressant. J'ai beaucoup aimé ce roman parce que voilà, son originalité fait la part des choses. Pour un premier roman, c'était très agréable et je pense qu'on peut facilement faire un sujet très casse-gueule, hein, là-dessus. On peut très facilement aussi s'égarer, partir dans tous les sens et j'ai trouvé qu'il y avait quand même une continuité dans ce roman et bravo quand même à l'auteur pour avoir réussi ça. Et enfin on termine avec un e-book avec Cœur et âme de Colleen Hoover. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas lu de romance, ça faisait très longtemps que je n'avais pas lu de Colleen Hoover. Donc je me suis jetée dedans, ça s'est lu très vite comme d'habitude, mais j'ai trouvé que c'était une lecture trop facile et que tout se devinait trop aisément et que ouais, c'était finalement une romance assez classique. On va y suivre. Alors, comment elle s'appelle? Elle a un nom couché dehors, Bayeux. Je sais même pas, à un moment elle dit comment ça se prononce, mais je crois que c'est Bayeux, mais Bayeux, voilà. Qui est une jeune femme qui a passé toute sa vie avec sa mère dans une caravane, un mobil-home ou un truc tout pourri, quoi.
Sa mère se drogue, sa mère est un déchet humain. Et Bayeux essaie de s'en sortir malgré tout. Elle a réussi à avoir une bourse en volet pour aller étudier assez loin de sa mère. Et le dernier été qu'elle va passer avec sa mère, elle la retrouve morte sur son canapé d'une overdose. Donc elle se retrouve à la rue à, je sais pas, 2 mois de rentrer à la fac. Donc bon, elle se retrouve confrontée à ce problème-là. Elle décide d'appeler son père. Ce père qu'elle n'a vu que quelques fois, quelques étés, qui a mis sa mère enceinte et qui après a participé à son éducation, sauf que il s'est jamais trop occupé d'elle, donc il a jamais su que sa mère était toxico, etc., qu'elle avait des conditions de vie complètement dégueulasses. Et donc elle va prendre le parti d'aller demander à son père si elle pouvait rester pour l'été. Il accepte bien entendu, il est content, il ne sait pas que sa mère est morte. Bref, elle va lui cacher beaucoup de choses. Et Bayeux arrive dans une petite ville bourgeoise sur une île avec plein de riches autour d'elle. Un monde qu'elle ne connaît pas et un monde auquel elle va devoir s'adapter pour quelques mois. Et elle va rencontrer sa demi-sœur, même si c'est pas vraiment... Enfin bon, son père s'est marié avec une femme, cette femme avait une fille, bref. Donc voilà, elle va passer l'été avec cette demi-sœur et ses amis. Et dans le lot, il y a un garçon très mystérieux qui a l'air de se taper toutes les filles qu'il croise. Et ça n'a pas l'air de durer très longtemps. Donc elle a beaucoup d'a priori sur lui, et puis elle va au fur et à mesure le découvrir, comprendre un petit peu qui il est, etc. Et il cache un grand secret, comme d'habitude. Ce secret va complètement casser quelque chose entre eux. Bref, quelque chose d'assez classique, mais bon, c'est du Colleen Hoover, j'ai passé un bon moment. Il y a toute cette thématique d'un monde qui n'est pas le nôtre, auquel il faut s'intégrer, tous ces préjugés qu'on a. Après c'était pas quelque chose de très profond, je dois bien avouer, mais bon, c'était sympathique. J'ai passé un bon moment, même si ça casse pas 3 pattes à un canard. Mais je pense que je commence à être un peu trop exigeante sur les romances que je ne lis plus maintenant. Maintenant quand j'en lis une, j'ai envie que ce soit super original, ce qui n'est jamais le cas. Bref, voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu un de ces livres, ce que vous en avez pensé. Et moi en attendant, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une très bonne journée, de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et n'hésitez pas, aujourd'hui sort cette vidéo, je suis aux Imaginales, donc si vous me croisez, allez-y, venez me faire coucou, je ne mords pas, je suis très gentille, ça me ferait très plaisir de vous rencontrer. Et voilà, j'espère que vous aussi, vous pourrez peut-être profiter de ce salon. C'est le retour des salons, retour des Imaginales, j'ai trop hâte. Et voilà, je suis trop excitée. Allez, je vous laisse vraiment cette fois.